Moi je m'appelle Pascal Bertincourt. Je préside une fondation qui s'occupe d'aider les gens à accéder à l'autonomie alimentaire, énergétique et d'apprentissage. Et par voie de conséquence, on a commencé à s'occuper aussi des questions d'autonomie politique, puisqu'il est difficile de pouvoir appliquer dans le quotidien des schémas si ces schémas-là ne sont pas impliqués dans un processus d'État ou un processus plus local. Donc on s'est rattaché petit à petit à s'occuper de solutions pour rendre les gens autonomes aussi au niveau de la politique. Et donc dans le cadre de ce projet, de cette réflexion, il y a un moment donné où on s'est posé la question d'essayer de comprendre pourquoi systématiquement le pouvoir en place commettait des injustices. Et en fait, en remontant la littérature jusqu'au plus loin qu'on puisse la remonter, c'est-à-dire jusqu'à Sumer, on se rend compte que tous les penseurs, quels qu'ils soient, de Socrate en passant par Montesquieu, Rousseau, des politologues, Pascal, Lormont, tous disent la même chose, les politiques eux-mêmes d'ailleurs, que ce soit Mitterrand, que c'était le général de Gaulle, que ce soit François Hollande en dernière date, ont tous avoué qu'effectivement l'exercice du pouvoir corrompait et que l'exercice du pouvoir absolu corrompait absolument. C'est ce que dit Lord Acton, qui a écrit un livre justement sur les travers du pouvoir et qui démontre bien que l'institution, et par la voie de délégation, offre une possibilité d'autorité qui souvent malheureusement est menée à des fins partisanes. Donc à partir de ce constat-là, on pense que les politiques ne sont pas forcément mauvais, puisque dans ce principe, finalement, ce pouvoir, l'exercice de ce pouvoir va corrompre jusqu'au plus intègre d'entre nous. Pour une raison toute simple, c'est qu'il y a trois portes d'entrée. La première étant la convoitise, c'est celle qui est d'ailleurs souvent le plus utilisée. C'est-à-dire que dès lors qu'on sort dans le système social de manière un peu, on va dire, de manière supérieure face à certaines autres personnes, on a le cas avec Macron, qui a été sélectionné par sa femme actuelle lorsqu'il avait 15 ans et qu'elle était sa professeure d'anglais. On voit bien que ces gens, cette oligarchie mise sur des caractères d'individus qui s'y sont propices à la corruption et qui en plus de ça suivent, on va dire, les prérogatives de cette oligarchie, vont avoir tendance à être favorisés. On va leur construire une vie sociale, une vie de représentativité, et souvent ce sont des gens qui ont un ego surdimensionné, et donc il est très facile de les avoir par la convoitise. Lorsque la convoitise ne marche pas, c'est-à-dire que ce n'est pas anticipateur, on se rend compte que le deuxième facteur qui va amener l'individu qui détient ce pouvoir, et le contrôle qui va en sortir, c'est la culpabilité. Donc on va les amener à prendre constat d'une situation et leur dire, eh bien, est-ce que vous êtes d'accord de prendre la responsabilité des conséquences de vos choix? C'est exactement ce qui s'est passé avec François Hollande. Si on analyse bien son discours lorsqu'il a eu son investiture, enfin avant son investiture, lorsqu'il était en campagne, il avait très bien exprimé avec sincérité, d'ailleurs c'est ce qu'il disait aussi à Philippe Pascal, qu'effectivement il avait identifié le problème majeur du système politique actuel, c'était effectivement l'emprise de la finance sur cette politique. Et on peut analyser dans son discours, son comportement, sa façon d'être, et on le sent sincère. Sa démarche était vraiment... Alors on est en plein G7, c'est pour ça que vous voyez des policiers passer, parce qu'ils assurent notre sécurité, c'est pour ça. Et lorsqu'il a effectivement émis cette idée, il était très engagé dans ce principe. Et puis lorsqu'il a atteint l'Élysée, on lui a expliqué, Monsieur Hollande, si vous mettez en place votre politique, voilà les conséquences qu'il va y avoir. Et son mandat n'a été absolument pas marqué de quelconque action ou prérogative qui ait permis d'endiguer effectivement ce problème de la finance, enfin de l'emprise de la finance sur notre système social. Et le troisième volet, qui est souvent l'ultime volet, et qu'on retrouve beaucoup d'ailleurs dans des pays, on parlait tout à l'heure des Philippines, mais en Amérique du Sud, en Amérique centrale, c'est la peur. C'est-à-dire la capacité de dire à quelqu'un, bien maintenant, si jamais tu continues à engager ton programme, dans ces cas-là, nous allons te sanctionner jusqu'à la mort. Ça s'est passé avec Kennedy, ça se passe aujourd'hui avec Maduro, ça s'est passé avec Chavez. Enfin, il y a nombre d'exemples dans l'histoire qui nous démontrent qu'à chaque fois, ces trois portes d'entrée ont été utilisées par les puissants. Et donc, il faut se poser la question de savoir comment en sortir. Alors, il y a des solutions. Si on arrive à avoir un individu
Alors, mais tout le monde n'est pas ni le général de Gaulle, ni Jules César, ni Napoléon Bonaparte. Donc on ne peut pas espérer ou attendre qu'à un moment donné rentre dans l'histoire des individus avec un charisme suffisant pour pouvoir assumer, sinon avec les conséquences que ça implique. On prend l'exemple de Poutine, qui est aujourd'hui, on va dire, une forme de pilier face au capitalisme ou au néo-capitalisme. Il n'empêche qu'il commet aussi des exactions, parce que cet exercice de pouvoir va l'amener à créer, à mettre en place des stratèges qui vont générer des erreurs. Il n'y a pas besoin d'ailleurs d'aller très haut dans le niveau de la hiérarchie historique pour se rendre compte que nous-mêmes, soit en tant que parents, soit en tant qu'enfants, nous avons subi des injustices. Nous avons été effectivement les vecteurs, soit d'injustice parce que par autorité et position dans notre famille, nous avons décidé que, ou en tant qu'enfants, les ayant suivis parce qu'effectivement, les parents, les grands-parents, les maîtresses d'école, les gens qui sont censés venir contrôler ce que l'on fait, ont parfois, pour ne pas dire systématiquement, déclenché une forme d'injustice chez les individus. Donc le seul moyen pour qu'on soit en mesure d'endiguer ce phénomène, c'est de changer le rapport au pouvoir. Parce que on peut penser que c'est un facteur systémique. Il suffit de voir ce qui s'est passé dans l'ensemble des affaires d'État. Et on voit qu'aujourd'hui elles sont nombreuses. Si on prend l'affaire Benalla, on prend l'affaire Cahuzac, on prend l'affaire de Guantanamo, on prend l'affaire de la Syrie, on prend l'affaire de la Libye, on voit bien qu'il y a des choses absolument abominables que personne n'accepte dans le concept intellectuel et émotionnel, et pourtant elles se produisent. Donc le seul moyen, ça va être de couper ce pont qu'il y a entre la responsabilité de celui qui est en charge de l'exécution d'un ordre et celui qui va prendre cet ordre. Si on part du principe qu'on considère que la démocratie, c'est-à-dire Demos Kratos, le pouvoir donné au peuple, est une valeur à laquelle on veut se rattacher, ce qui me semble être une bonne valeur, alors à ce moment-là, il faut qu'on lui donne les outils pour pouvoir le faire. Les penseurs de la Révolution française ont établi, il faut savoir qu'à la Révolution française, en fait, il y a eu plusieurs schémas directeurs qui ont été mis en place. Et il y en a 5 qui ont été proposés dans les ateliers qui avaient été mis en place à cette époque. Et sur ces 5-là, on en a retenu 2 en fait principaux. Le projet de Condorcet, qui était de mettre à disposition finalement l'élite intellectuelle du pays pour qu'elle se mette au service de la nation. Et il y avait un autre programme qui était celui de Saint-Fargeau, qui était un aristocrate social, et qui lui voulait que en fait, tout le peuple grandisse ensemble pour pouvoir créer une synergie, et que cette synergie puisse permettre à chacun de pouvoir progresser au fur et à mesure, à la fois l'État et en même temps le peuple qui le suit. On a dit non, c'est trop la galère, là ça va prendre trop de temps, on va choisir Condorcet. Et ce qui est dommage, c'est que Condorcet n'a pas eu le temps finalement de mettre un bémol en disant attention, c'est une condition sine qua non, c'est-à-dire où l'élite se met au service de la nation, où effectivement on va se retrouver encore avec des injustices. Bon là il a dit écoutez moi les mecs dans 3 jours je suis assassiné, j'ai pas trop le temps, donc démerdez-vous avec ça. Et vous verrez si ou pas l'élite se mettra au service de la nation. Malheureusement, l'histoire nous a montré qu'elle n'a fait que transférer des pouvoirs et que certains en ont abusé et qu'aujourd'hui, on est dans une forme structurelle, on va dire, d'une hiérarchie qu'on a beaucoup de mal à venir contredire. On le voit dans la société, c'est qu'aujourd'hui, la scission qui s'est créée entre le peuple et ses représentants est telle que plus personne n'a confiance. Et il y avait une auteure dont je n'ai plus le nom, mais enfin dont son prénom était Anna, qui disait une chose très juste. Elle disait que à force d'entendre des mensonges, c'est pas que les gens vont se rebeller contre ces mensonges, c'est qu'ils ne vont finir par ne plus croire en rien. Et le fait de ne plus croire en rien leur ne donne absolument aucune capacité de perspective, et à partir de là, ils deviennent manipulables. Et c'est exactement le système dans lequel nous sommes aujourd'hui. Parce que là aujourd'hui on se retrouve dans ce village intergalactique et dans ce contre-sommet où finalement on discute avec des gens qui sont éclairés sur cette réalité, qui ont un avis parce qu'ils ont fait un travail de recherche, d'investigation ou ont même vécu ces exactions. Mais pour autant on voit que ça n'avance pas, ça ne dépasse pas finalement ce niveau de réflexion de cette population qui est toujours la même. On est à 0,5, 1% de la population qui se pose des questions et qui essaye de se réunir. Alors c'est une bonne chose, parce que de cette réunion, de cette entente, de ces discussions
naît l'intelligence collective. Voilà, on en a été témoin, enfin en tout cas moi j'en ai été témoin personnellement à travers le mouvement des Gilets jaunes, à travers le mouvement des indignés, et on sent que de la discussion finalement le dialogue efface peu à peu la loi. C'est-à-dire la capacité que je vais avoir de m'entretenir avec l'autre va permettre finalement de créer des solutions, des synergies qui vont apparaître de manière quasi spontanée et offrir une perspective, une possibilité pour que ces gens-là puissent s'entendre sur un consensus. Et c'est ce consensus finalement qui va créer l'ordre des choses, pas forcément la règle, mais le cadre dans lequel les gens vont se situer. Donc on s'est dit, il faut miser là-dessus. Le seul moyen pour que la population puisse espérer qu'il y ait un changement probant, c'est de se rencontrer. Et alors, on a bien vu que c'était difficile de le faire à l'échelle nationale. Il y a une demande absolument généralisée, systématiquement dans tous les symposiums, les forums, les rencontres, les assemblées qu'on a pu faire. Il y a une forte demande des gens de dire il faut qu'on fasse cette convergence des luttes. On a eu lors de la première conférence sur le municipalisme, du municipalisme global pour le contre-sommet, cette réflexion et ce besoin où la population a interpellé finalement les partis politiques qui étaient présents en leur disant mais arrêtez de vous foutre de notre gueule parce que ça fait des années que vous clamez une solution mais vous n'êtes même pas déjà capable de vous assembler. Mais tout ça, on se rend compte finalement que c'est une question d'ego. Alors il n'y a pas pire que l'ego personnel, sinon l'ego collectif. Ben, il faut qu'on passe de cet ego collectif au vivre ensemble. En fait, de l'amour de soi à l'amour de tous. Parce que cette notion d'amour n'est pas forcément une question de désir, c'est une question en fait d'entente, de partage. Et si nous ne sommes pas capables, nous aujourd'hui, de créer cette relation les uns avec les autres, on va se retrouver dans un schéma où on risque d'arriver à un moment donné à un point de rupture où il y a un chaos qui va s'installer parce que l'émotion, la capacité que les gens ont de vouloir exprimer leur désaccord va se traduire à un moment donné par des actes sans doute violents ou de contestation suffisamment probantes pour emmener effectivement un chaos. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Naomi Klein. Je vous invite à lire d'ailleurs si vous n'avez pas pris connaissance de son livre. Il s'appelle La stratégie du choc, qui consiste comme ça à amener les peuples peu à peu dans l'énervement, dans l'excitation, dans le désarroi, et bien évidemment du désarroi naît la violence, puisque comme il n'y a aucune discussion possible et que cette discussion est complètement fermée, d'ailleurs l'exemple est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans ce contre-sommet où on se retrouve ostracisé à Hendaye. Alors le lieu est magnifique et c'est merveilleux, alléluia, on est bien mieux à Hendaye qu'à Biarritz. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une scission complète qui s'est formée entre les représentants du pouvoir et le peuple lui-même. Si bien qu'on se retrouve aujourd'hui ostracisé avec un contingent militaire absolument sans précédent, des forces de police qui sont, je crois, plus de 12 ou 14 000 sur le territoire. Enfin, on a l'impression d'être une population de délinquants. Donc, je trouve que les gens sont gentils. Ils ont quand même cette capacité, on va dire, de résilience. Mais il faut que cette résilience tienne, et elle tiendra parce qu'on apportera des solutions qui vont nous offrir une vraie perspective. Et c'est ce à quoi on a réfléchi. Et on s'est dit que plutôt que d'aller chercher finalement le consensus d'un point de vue national ou même international, ce qui devra arriver, il serait peut-être d'abord d'actualité de le faire là où on vit, dans notre quotidien. Et finalement, la plus petite unité de rassemblement que l'on connaisse, c'est la mairie. Donc les mairies, ça tombe bien parce que les élections sont proches. Alors normalement ça devait être mai 2020, mais le gouvernement a senti la pression populaire monter. Donc du coup ils ont avancé la date des élections au 22 mars. Eh bien c'est pas grave parce que nous on est déjà prêts. Et dans ce processus, on s'est dit que le but c'est que tout le monde puisse s'exprimer et que cette parole, cette expression puisse être synthétisée et rapportée à chacun. Donc il n'y a pas d'autre outil finalement pour le faire que le contact direct. Ce qu'on est en train de faire là, de discuter, d'échanger. Et c'est ce contact direct qui va nous permettre de prendre l'information, remonter cette information auprès de l'exécutif existant et de voir si cet exécutif est capable de s'exécuter à cette tâche. La question c'est que il semblerait que les politiques ne soient pas... Ils sont favorables sur l'idée, hein. Ils vous disent ouais c'est génial, c'est exactement ce qu'on est en train de faire, les comités de quartier, etc. Mais finalement ils n'ont pas de validité probante au point de dire vous appliquez cette décision. Donc on va leur soumettre un protocole. Ce protocole, ils l'intègrent et le font rentrer dans le processus de votation des conseils municipaux, et s'ils ne le font pas avant l'heure, c'est-à-dire la date limite ce sera fin octobre, puisque vous présentez une liste aux élections municipales, il faut le faire avant la fin du mois de novembre je crois,
Donc si fin octobre, on n'a pas reçu de manière contractuelle et bien engagée de la part des listes qui veulent se présenter aux élections municipales de 2020, une réponse claire et définitive, dans ces cas-là, nous allons présenter une liste indépendante. Voilà. Pas une liste citoyenne, parce que jusqu'à preuve du contraire, les politiques sont des citoyens. Voilà, donc je pense que les listes politiques, les partis aujourd'hui sont des citoyens, donc des listes citoyennes. Là, la question, c'est de ne plus avoir de liste justement représentative, mais d'avoir une liste exécutive qui mette en scène ce que la population va vouloir. Donc on va mettre en place des listes indépendantes qui n'auront finalement que seul pouvoir de prendre l'information auprès du peuple, d'informer le peuple de leur stratégie et de la faire valider par un rythme permanent, un vote constant. Le seul moyen de le faire, c'est le lobbying. C'est-à-dire la capacité qu'un individu va aller de rencontrer les citoyens directement là où ils sont, soit par téléphone, soit en porte-à-porte, soit directement au contact des gens. Et pour ça, on s'est dit, on pourrait partir du 1% électif, c'est-à-dire qu'on prend une ville comme Bayonne, celle où on va commencer ce processus. Eh bien, Bayonne, c'est 30 000 électeurs, 29 300, on va rester sur la base des 30 000. Donc si on prend 1% électif, ça veut dire 300 conseillers, 300 rapporteurs, et ces rapporteurs donc, vont avoir charge d'aller contacter 100 personnes tous les 3 mois sur un mandat très court. Alors ça peut être 2-3%, de réduire à 20-30 personnes à contacter. Le nombre n'est pas important et ça peut se discuter. Ça se discutera dans la constituante, celle qui va définir la règle du jeu. Mais l'idée, c'est qu'au final, on ait ce conseil citoyen qui vienne en tampon entre la population et l'exécutif en place, et que ce conseil centralise cette information, la synthétise, la rende audible, compréhensible, claire, qu'à partir de ce qui aura été synthétisé, on puisse créer des débats, puisque toute idée doit être débattue, il faut un temps de débat, il faut que ce débat soit éclairé par ce que l'on appelle des débats contradictoires, c'est-à-dire que moi j'ai une idée, mais ce n'est pas forcément la bonne idée, mon idée de l'émancipation, c'est mon idée, elle est très bien, mais tu as la tienne, les voisins ont les autres, chacun a la sienne, il faut que chacun soit capable de l'exprimer et qu'ensuite on puisse se rencontrer dans une scène médiatique, une scène de conférence, d'échange, et où chacun puisse émettre son idée et donner de l'information, de façon, au même titre que la médecine devrait le faire, d'avoir ensuite un choix éclairé. Et à partir de ce choix éclairé, je suis en mesure de me positionner, de dire voilà, moi non, je vote pour ça ou je ne vote pas pour ça. Libre à chacun de le faire. On n'est pas obligé de rentrer dans ce processus. La question, c'est que si quelqu'un veut le faire, si quelqu'un veut exprimer son idée, il va pouvoir le faire. Ce conseiller va être là pour ça. Et c'est son seul pouvoir. Il n'en a aucun autre. Après, à voir si ce mandat sera 1 mois, 2 mois, 3 mois, en sachant qu'il ne faut pas que ce soit trop contraignant. Si on part sur des mandats de 3 mois, si on a 100 personnes, ça fait à peu près 1 personne par jour à contacter. C'est peut-être beaucoup, peut-être qu'il en faut une tous les 2 jours, tous les 3 jours. Mais dans ces cas-là, on peut réduire les mandats ou augmenter le nombre de conseillers. La question de toute façon, c'est que ces conseillers sont tirés au sort sur les listes électorales et qu'il n'y a pas d'appartenance, il n'y a pas de parti, il n'y a pas de point de vue. La seule chose qu'on leur demande, c'est d'être objectif. Donc il y aura une petite formation qui va les amener à comprendre comment on mène un débat et de quelle façon on peut collecter une information. Et on espère, on joue en tout cas sur l'intégrité des personnes, et moi je pense qu'elles le sont. Il n'y a pas de raison qu'elles ne le soient pas. Donc on est quasiment sûr que ça va fonctionner. Et après, sur la question de savoir si on va remporter ou pas les élections, moi là-dessus je dis oui. On va les remporter. Pourquoi? Parce que les élections se gagnent avec du lobbying. Aujourd'hui, c'est un lobbying médiatique, donc qui prend place dans la scène familiale, la scène environnementale des personnes par la voie des médias. Mais les députés, les maires, les présidents vont sur les marchés, vont rencontrer les gens. C'est pas pour rien, parce qu'ils ont besoin d'être au contact des gens. Et bien, c'est ce qu'on va faire. On va rentrer en contact avec la population, leur expliquer ce programme, qui n'est pas compliqué en soi, puisqu'il y a 2 niveaux, les électeurs et le conseil citoyen. Ce conseil citoyen est en charge de remonter l'information et les autres de l'exécuter. C'est aussi simple que ça. Et ça marche dans les 2 sens. Et à partir de là, je pense qu'on sera effectivement capable de créer une vraie démocratie horizontale. Et puis c'est parti. Voilà.